Je vais effectivement continuer sur le cléricalisme. Comme l'a bien dit Paul en introduction, c'est vrai que là, toutes ces interventions, elles se situent, je pense, au stade aussi où on en est un peu. C'est-à-dire qu'on a longtemps parlé de crise des abus, et en fait, aujourd'hui, on est sur la crise de la gestion des abus, et justement sur cette dimension proprement institutionnelle et cette question du cléricalisme. Et je pense que c'est essentiel d'en arriver jusque-là, en fait, d'aller jusqu'au bout de nos interrogations. Donc je trouve que c'est aussi important de se demander finalement qu'est-ce que c'est que ce cléricalisme, parce que je ne suis pas sûre que le débat ait été complètement levé là-dessus. Et quelle attitude finalement est-ce qu'on doit avoir justement vis-à-vis des clercs? Qu'est-ce que c'est que cette relation aujourd'hui entre clercs et laïcs? En fait, moi j'ai eu une première réaction, enfin on a beaucoup parlé de colère ce soir, mais je pense que c'est un ressenti partagé, enfin vraiment très fort en fait, une sorte de colère vis-à-vis des évêques que j'ai eu et vis-à-vis des discours aussi, qui moi me scandalisaient vis-à-vis des victimes en fait. Et voilà, ayant moi-même été victime, alors pas du tout dans le registre des abus sexuels ou de la pédophilie, mais je sais ce que c'est que l'incompréhension en tant que victime, et du coup voilà, moi je sais que ça m'a profondément choquée, et que vis-à-vis des évêques, j'avais ce ressenti très fort. Et puis j'ai eu un peu un deuxième temps où je me suis interrogée sur le fait que finalement on continue peut-être trop à regarder justement du côté des évêques. C'est-à-dire après ce premier temps où on s'interroge sur ce que les évêques ont fait, sur les silences, sur les responsabilités hiérarchiques, etc., le fait de passer son temps à s'interroger sur qu'est-ce que la conférence des évêques de France va mettre en place, sur que font les évêques, est-ce que finalement c'est pas une autre forme de cléricalisme? Donc c'est une forme de cléricalisme que moi j'appelle cléricalisme inversé, voilà, je pense qu'en fait on a tous un peu eu aussi en réaction, c'est-à-dire quand on entend des discours, mais que font les prêtres, quand est-ce qu'ils vont enfin se bouger, est-ce qu'ils sont pas incompétents, qu'est-ce qu'ils attendent pour changer les choses, pour que tout change, voilà, enfin un moment il faut aussi qu'on se dise, bah là est-ce qu'on n'est pas en train aussi d'entretenir la machine en voulant encore faire reposer sur l'institution et sur les prêtres des responsabilités. Voilà, donc du coup, ça peut avoir l'air d'être des discours de contestation anticléricaux, mais finalement, ils entretiennent peut-être aussi un peu les choses. Voilà, donc moi, c'est une forme de... Enfin, voilà, je voulais interroger ce type de discours parce que je me dis que finalement, c'est aussi une vision faussée du rôle des clercs qui consiste à exagérer leurs responsabilités et qui consolide une séparation aussi entre eux, nous, clercs, laïcs, et ça fait que murer le clergé dans une forteresse de pouvoir. Voilà, donc du coup, identifier ça, c'est pas simplement pour dire, voilà, il faut faire attention, ce discours, ce type de discours qui se veut réformateur, en fait, a des limites. Le fond de ma réflexion, c'est vraiment, à travers cette histoire de cléricalisme inversé, de nous permettre de réfléchir sur ce que c'est que vraiment le cléricalisme. Parce que le pape François a amené ce terme dans le débat, alors notamment à travers la lettre au peuple de Dieu, mais en fait il a utilisé ce terme depuis le début de son pontificat. Et je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui on soit très au clair sur le sens de ce terme de cléricalisme. Parce qu'au sens strict, ce serait une action de mainmise des clercs sur le pouvoir. Dans un sens plus large, évidemment, c'est un état de concentration des pouvoirs entre les mains des clercs, ce qui déjà est différent, et qui invite à prendre en compte le rôle des laïcs en eux-mêmes. Donc ça, c'est ce dont on a déjà parlé. Et c'est dans cette logique que le pape François se situe, à la fois dans la lettre au cardinal Ouellet, et j'ai aussi trouvé un très beau discours qu'il avait adressé en 2016 à l'Union internationale des supérieurs générales, oui, ça existe. Le cléricalisme est une attitude négative et elle est complice car elle se fait à deux dans le tango qui se danse à deux, c'est-à-dire le prêtre veut cléricaliser le laïc, la laïque, le religieux et la religieuse, le laïc qui demande à être cléricalisé car c'est plus facile, cela est curieux. Voilà, donc je pense qu'on est engagé à un autre niveau de réflexion qui considère le cléricalisme comme une séparation abusive des clercs et des laïcs, qui revient à nier non seulement la responsabilité des laïcs, mais la communion elle-même. Voilà. Et le fait qu'on aborde peut-être plus assez ce type de difficulté en Église, en imputant la responsabilité aux clercs eux-mêmes, ou aux laïcs uniquement, sans réinterroger en fait nos logiques d'ensemble. Et je trouve que la question qu'a amenée Sabine sur la sexualité en fait peut-être partie. Donc voilà, je voudrais bien qu'on s'entende, c'est pas le fait de contester l'action des clercs qui est visée ici, ça demeure un point essentiel en fait de s'interroger sur l'action des évêques en ce qui concerne les abus sexuels dans l'Église, évidemment, et c'est un point premier essentiel. Il ne s'agit pas du tout de nier la responsabilité des évêques qui ont eu la charge des diocèses ces dernières décennies,
dans lesquels une variété de dysfonctionnements et de comportements ont pu favoriser les abus, le silence face aux abus et le manque de respect de victimes. Il s'agit en fait de discerner ce qui relève d'une vision faussée du pouvoir et des responsabilités, lorsque les accusations dirigées vers les clercs limitent la responsabilité des laïcs et la responsabilité collective, confortant pour une part la dimension structurelle de la crise. Voilà, donc du coup je pense que la crise actuelle, elle ne doit pas nous permettre uniquement de réparer des dysfonctionnements de gestion ou de faire émerger la vérité, elle doit vraiment nous permettre de réinterroger cette répartition des responsabilités. Là où je trouve ça intéressant, c'est qu'en fait, il y a une partie de ces visions faussées, je pense, qui sont aussi un héritage de la société. Enfin, l'Église et les croyants ne sont pas du tout séparés de la société non plus. C'est-à-dire à quel point est-ce qu'une vision consumériste ou une vision du prêtre comme espèce de figure repère qui doit incarner toutes les réponses vis-à-vis d'un monde qu'on trouve trop complexe, en fait, comment est-ce que tout ça nourrit les choses? C'est-à-dire à quel point est-ce que chacun, parfois on ne considère pas le fait d'aller à l'église comme quelque chose qu'on va consommer, au mieux une forme de service public, au pire une sorte de prestation. Enfin, voilà, il faut aussi qu'on s'interroge sur les visions qui sont apportées par la société et qui du coup alimentent ces visions du prêtre et du pouvoir qui sont je pense, pas vraiment saines. Et je pense que justement dans les situations de crise, il y a une sorte de mouvement de balancier qui entretient de manière très malsaine le messianisme d'un côté, où on veut des sauveurs, on veut des figures qui incarnent des solutions, etc. Et de l'autre côté, l'impopularité, la détestation. Et on le voit avec les problèmes que traverse aujourd'hui le pouvoir politique. Donc finalement, c'est un peu, je ne sais pas si vous connaissez le pendu de Newton, avec les petites billes de métal qui se renvoient. Il y a un phénomène de miroir entre messianisme et impopularité. Alors du coup, en quoi est-ce que cette réflexion d'aujourd'hui nous inspirer face à la crise actuelle? Je pense qu'elle doit vraiment nous amener à questionner ses responsabilités et le rôle de chacun dans l'Église, non pas séparément, mais justement conjointement. Et je sais qu'il y a quelques prêtres ce soir dans la salle, mais en fait on aurait vraiment pu imaginer cette soirée avec des prêtres qui interviennent. Et voilà, ça n'a pas forcément pu être fait, mais je pense que c'est vraiment ça aujourd'hui, ce qu'on a à faire ensemble, avec une réflexion aussi des catholiques sur le pouvoir en général, et c'était l'intervention de Blanche, c'est-à-dire il ne suffit pas seulement d'interroger cette histoire de clerc et de laïcs, mais à quel point est-ce que nous aussi, laïcs, on a une vision malsaine du pouvoir dans les mouvements, les groupes, les associations. Voilà, et choisir de penser aussi conjointement à la crise, je pense que ça peut être un premier geste, et que chacun peut, dans sa paroisse, organiser des temps en fait comme ça, assez simplement, avec les prêtres et les laïcs de la paroisse.